Alors, salut Thomas. Salut Nico. Alors, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je te remercie doublement, déjà parce que tu m'as envoyé il y a quelques semaines des petites vidéos de conseils pour des joueurs adultes qui vont commencer le tennis de table. Donc, je suis en train de monter tout ça, mais voilà, il y a des joueurs qui vont pouvoir bénéficier de tes conseils dans pas longtemps. Et puis, bah, bien sûr, je te remercie aujourd'hui pour passer un petit moment avec nous pour parler ping. Eh ben, écoute, merci à toi Nico. Merci beaucoup de ton invitation, hein, et avec grand plaisir de pouvoir aussi contribuer, en tout cas, à apporter un peu de matière pour ces jeunes adultes déterminés, motivés en tout cas. Alors, tu as bien compris, moi je m'adresse plutôt à des adultes qui commencent Mm. et pour une bonne partie qui sont déjà vétérans. Et donc, comme toi, tu es tout jeune vétéran, on va en parler un petit peu aujourd'hui. Ce qui est possible, c'est que les gens qui nous écoutent te connaissent plus peut-être pour ton rôle de commentateur sur les matchs de haut niveau là, sur RMC. Mm. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter sur ton parcours de joueur pour qu'on te connaisse un peu mieux? Ouais, bah alors rapidement, Thomas Guignat. Alors moi j'ai commencé le tennis de table en 96, donc entre ma 12e et ma 13e année. Voilà, donc j'ai commencé dans le sud de la Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau, hein, dans un petit club à Vulaines-sur-Seine, affilié UFOLEP. Et j'ai commencé la FFTT à 18 ans, dans un club à Marolles-sur-Seine, et j'avais 1500 points à 18 ans. Donc voilà, j'ai un parcours assez pseudo-atypique. Et puis après, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. Je suis notamment passé par Ponthierry, Ponto Combo, où j'ai eu, on va dire, mes plus belles années. À Ponto Combo, où j'ai été 180e français à peu près. Et j'ai pu jouer pas mal d'années en National 1 et une année en Pro B. Et puis maintenant, depuis maintenant 4 ans, je suis dans Lyon, en Bourgogne-Franche-Comté, plus précisément au niveau de la région, au club de Domassens où on joue en N3 et où on s'était d'ailleurs rencontré et joué lors d'un match de titre de N3 où tu étais à Ping Saint-Jean, il me semble. Exactement, c'était les titres de N3. C'était Ouais, peut-être le match de trop pour moi, mais mais en tout cas, c'était un match sympathique à jouer. On avait fait une bonne saison l'un comme l'autre dans ouais. nos clubs de N3, c'était sympa. Voilà, voilà. Et puis, bah, en gros, ouais. Et puis, bah, alors, moi, je suis entraîneur. J'ai mon BE, mon brevet d'État, hein, parce que je l'ai passé en 2009. C'était la dernière année du brevet d'État, avant qu'il passe sous les appellations différentes, le BP, DE, DES. Donc, j'ai mon diplôme d'entraîneur en 2009. Donc, j'en vis aujourd'hui. C'est mon activité première depuis 2009 maintenant. Ok. Alors toi, moi, je pensais pas que tu avais un parcours du FOLEP au départ. Mm. Et ça veut dire que tu as quand même pu bénéficier un peu d'entraînement, parce que si tu as fait plusieurs années du FOLEP, en club, tu t'entraînais comment dans tes jeunes années? Alors justement, c'est ce qui est assez atypique, c'est que moi j'ai eu un entraîneur une fois par semaine de mes 13 ans à 15 ans, Tatiana Kolar, qui a joué à Beauchamp à l'époque, une Bulgare. Et en fait, depuis que j'ai eu 15 ans, j'ai fait que des matchs à l'entraînement, je me suis jamais entraîné. Par contre, je jouais beaucoup. Donc c'est plutôt la passion de la discipline qui m'a permis d'avoir un volume de pratique. Et ce volume de pratique m'a permis de progresser peut-être un petit peu plus vite parce que je ne pensais que tennis de table, mais je n'ai jamais eu, si tu veux, d'entraînement dirigé dans mon parcours, à part quand j'ai commencé à grandir, à avoir le permis, à pouvoir un petit peu vadrouiller, mais sinon, on m'a jamais pseudo vraiment appris le tennis de table. Alors, on va peut-être différer sur certains aspects, après tu verras, mais par contre, ça c'est sûr que moi j'ai connu ce ping-là un peu aussi dans les années 90. C'est-à-dire que Ouais. moi, j'ai joué dans un club où on a eu un éducateur assez tardivement, et moi j'étais pas un fou d'entraînement technique ou de voilà, ce qui me plaisait dans les petites catégories en fait, c'était de gagner des matchs uniquement. Ouais. Mm. Et j'ai aussi progressé parce qu'en fait, du 15 septembre au 1er juillet, je faisais un tournoi par semaine. Mais par contre, j'allais à la salle deux fois max et souvent une seule fois, quoi. Ah ouais, voilà, c'est vrai qu'il y avait vraiment le. C'est ça, c'est vraiment la découverte de la discipline parce qu'au bout de la deuxième, troisième année, on découvre un petit peu. Et moi, j'étais vraiment dans la campagne. Donc, au fur et à mesure des compétitions, je commençais à découvrir certains aspects qui ont fait que j'accrochais de plus en plus. Et puis, même si on n'avait pas les moyens digitaux d'aujourd'hui, j'arrêtais pas. C'était des vidéos, j'arrêtais pas. J'avais un fou furieux. Mais par contre, j'avais pas forcément d'entraînement dirigé dans mon quotidien, quoi. Et tu vois, moi, j'avais déjà eu cette discussion, je sais plus si c'était avec Julien ou avec Alexandre pour le mental, mais tu vois, aujourd'hui, parfois, on donne de la technique tout de suite à un jeune qui passe la porte de la salle.
Mm. Mais peut-être qu'il n'a pas en lui le duel, si tu veux. Alors que Ouais, nous, ouais. notre sport, c'est d'abord l'adversité et avoir envie de battre l'adversaire. Mm. Et nous, on a peut-être grandi tout de suite avec le duel. Donc, toi, tu as Ah rajouté ouais, la technique derrière, mais ouais, ouais, je te rejoins. Bah, c'est vrai qu'après, du coup, on avait une certaine liberté qui faisait que vraiment, on voulait vraiment. Moi, j'avais vraiment envie de jouer, mais j'avoue que je voulais très vite me confronter à l'autre. C'est vrai que c'était mon échelle un petit peu aussi de jauge qui me permettait de voir si j'étais bon ou pas, mais je voulais tout de suite faire des matchs avec mes coéquipiers, aussi parce que j'ai appris comme ça, mais c'était vraiment la jauge pour moi de dire, bah, tel joueur, je l'ai joué la semaine dernière, je l'avais battu. Là, je l'ai reperdu. Là, je veux le rebattre. Donc, j'ai baigné vraiment dans cet environnement. moi, je vais vous donner une petite idée pour des gens qui voudraient peut-être mettre des choses en place dans leur club. J'ai un entraîneur, moi, qui m'a bien marqué, mais surtout, en fait, il avait mis en place dans le club ce qu'il appelait le défi. Et donc, en fait, chaque joueur valait un certain nombre de points en fonction de son classement. Et si Mhm. tu veux, à chaque fois que tu battais le mec à l'entraînement, sur ta petite fiche, tu marquais des points. Et en fait, on était 5 ou 6 furieux à vouloir gagner le tournoi du défi, alors que c'était un tournoi interne et qu'il n'y avait rien à gagner. Mhm. Mais, mais les mecs qui gagnaient le défi, ils prenaient 3 ou 4 classements par an. Il n'y avait pas de secret, en fait. Ouais, énorme. Énorme. Ah, j'adore l'idée, tu vois, je ne connaissais pas. Alors oui, on a tellement de formules de comptage hein, qu'on aurait des centaines et des centaines à proposer, mais celle-là est intéressante, tu vois, je ne la connaissais pas. Et on était capable de revenir un jeudi parce que le mec était passé devant nous sur la fiche du défi, alors qu'on serait pas revenu le jeudi faire un panier de balles de top revers, si tu veux. Donc on Ouais, était tenu par la compète, on était une dizaine à vraiment faire le truc sérieux dans l'année, quoi. Donc c'était ouais, intéressant. ouais, non. Sachant qu'il n'y avait pas forcément quelque chose à gagner au bout, ou il y avait encore ce petit côté carotte au-delà du côté nombre de points à la fin. Tout ce que je peux te dire, c'est que je l'ai gagné et je me souviens pas de ce que j'ai gagné. Donc ce qui me faisait plaisir, Ouais, c'était de ouais, le gagner, tu vois. Ça se trouve, il y avait une ouais, plaque, j'en sais rien. ouais, Mais moi, ouais, je le gagnais juste pour le gagner. Point barre. ouais, ouais, non. Ouais, ouais, d'accord. Puis après, toi, tu as joué un gré aussi en championnat. Oui, tout à fait, avec les anciens, Et justement. tu vois, ça, c'est des mecs qui ont appris en faisant que des matchs. Ouais, Donc, ils se faisaient un pari, une canette de coca par set ou par match ou un truc. Et en fait, ils se lancent des défis de match, mais c'est pas des grands spécialistes de l'entraînement, mais c'est des mecs qui sont devenus très bons en faisant des matchs au quotidien. ouais, ouais. Mais c'est là qu'on voit aussi que tu vois, c'est vrai à travers la technique, je ne sais pas sur un nombre d'entraîneurs combien cherchent toujours à avoir une technique pseudo parfaite, esthétique, mais finalement là tu cites ces joueurs comme les frères Rénal par exemple, et moi je vais parler, je vais m'intégrer avec eux, c'est-à-dire qu'en fait la technique elle est loin d'être parfaite, mais par contre il y avait une certaine combativité et on faisait avec nos armes, c'est-à-dire qu'en fait moi, il y en a plein qui me disent, oh là là, Thomas Guignat, il est 350-400, ça doit être le 400 le plus sérable de France, parce que quand on le regarde, on n'a pas l'impression que ce soit impressionnant, mais tu joues avec tes armes et tes qualités, même si c'est pas forcément très très beau à voir. C'est pour ça Oui, que, bah, ouais, même vas-y. plus fort, même sous les 100, il y a des gars. Moi, j'avais joué Marc Closet, par exemple, qui était Ouais, 60, ouais. et il servait Courmou, il était en bloc. Sauf que tu peux pas gagner un point pour un joueur comme moi. Je devais être 300 à l'époque, je peux pas gagner un point. Hmm. Il y a un grand gaucher en région parisienne là, qui avait un jeu un peu étrange en bloc aussi, qui avait vraiment pas d'allure. Tu avais l'impression qu'il donnait la balle à l'adversaire, 80 français. Donc non, il y a pas que de la technique Ouais, parfaite ouais, d'accord. pour avoir un bon niveau. Hmm. Alors oui, du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi là pour notre petite interview, c'est que, eh ben, en fait, toi, tu as gardé la niaque là, tu as gardé la motivation alors que tu es passé vétéran. Ouais. Et c'est là où on diffère un peu parce que moi, j'ai vraiment absolument plus envie de me confronter et d'être dans l'aspect match. Hmm. Et je suis assez admiratif en fait des joueurs qui ont encore une grosse envie passé 40 ans. Et donc, voilà, est-ce que toi, tu peux nous dire ce qui te tient encore à la table? Est-ce que c'est le résultat, le plaisir de taper la balle? Alors, en fait, pour y aller de manière un peu chronologique, en fait, j'ai perdu l'agnac depuis que j'avais fait mon année de Pro B à Ponto Combo, où en fait, j'ai beaucoup mis l'aspect du volume d'entraînement, chose qui ne m'était pas arrivé dans mon apprentissage, si je puis dire, du tennis de table. Donc, je me suis beaucoup entraîné. On a été pris d'ailleurs, on va dire, en main par Franck Morin, qui s'occupait de Mhm. nous à cette époque-là. Et en fait, l'année de Pro B, bah, je me suis beaucoup entraîné et j'ai pas gagné un match de l'année.
Donc en fait, j'ai quand même pris un coup de massue parce que j'ai beaucoup plus joué sur un aspect dirigé et j'ai pas gagné. Donc il y avait un côté mince, je m'investis plus qu'avant, mais je n'y arrive pas, même si j'avais notion que je partais de très très loin face à l'adversité. Et en fait, j'ai perdu ce plaisir-là. Et dis-toi que ce plaisir, je ne l'ai vraiment jamais retrouvé depuis justement que je suis passé vétéran. Donc là, la question qu'on se pose, c'est bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, déjà, je pense que dans mon quotidien, je suis devenu père de famille, j'ai pris du recul sur beaucoup de choses. Déjà, ça, c'est une réalité du terrain. Et en fait, je pense qu'il y avait au début l'étincelle et les yeux qui pétillaient du fait que je pouvais participer à une compète internationale. En fait, je voyais que je pouvais participer au championnat du monde, et ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais il faut savoir que les championnats du monde vétérans ou championnats d'Europe vétérans, on peut s'y inscrire en étant classé 5. En fait, c'est vraiment une inscription, on paye l'inscription et après on peut y aller. Donc en soi, c'est ouvert à tous et peut-être que ça donnera des belles idées au public qui nous regarde aujourd'hui pour aller peut-être se faire une belle compétition, vivre une vraie aventure. Et en fait, ce qui m'a remis dedans, moi en tout cas, je pense que l'ANAC, je l'ai retrouvé aussi parce que j'ai été dans l'acceptation de entre guillemets, de perdre des points du classement. Au début, j'avais du mal à me dire que j'allais faire des contres et que j'allais perdre en classement. Et en fait, j'ai eu l'acceptation de maintenant, je peux descendre 500, 6, numéro 600, 800, 2000 points. Je l'accepte totalement tant que j'arrive en tout cas à me donner à 100% dans le match. Et dès que je serre la main, j'ai le sentiment d'avoir tout donné. Moi, après, ça maintenant, il n'y avait pas de. Si j'avais ce petit trait d'union là, c'était bon. Mais en fait, la clé de chez Clé, c'est en fait, c'est le challenge. En fait, Ouais. si j'ai pas le challenge sportif, je pense que je ne m'éclaterai pas à l'heure d'aujourd'hui. Là, ce qui m'éclate, c'est que je me dis, j'ai préparé les championnats du monde à Rome il y a 2 ans, j'ai préparé les championnats d'Europe l'année dernière. Là, je vais préparer les championnats du monde en Corée. Et en fait, c'est le challenge qui me permet de mettre en amont des choses pour être prêt à cette échéance. Donc là, lors d'aujourd'hui, pour en revenir à ta question principale, qu'est-ce qui t'a donné l'ANIAC? C'est le challenge sportif. Ah, bah, Et ça en... rejoint un peu, tu vois, les joueurs de mon groupe. Forcément, par rapport à ton niveau de pratique, c'est beaucoup plus modeste. Pour certains, ils commencent le tennis de table. Mm, Par contre, si tu veux, ils n'ont pas fait 4 ans à vide sans ambition. Ils se sont dit tout de suite, ouais, bon, allez, mon objectif, c'est de passer tel classement. mm, Il y en a un, là, son objectif, c'est bon, avec mon équipe, il faut qu'on monte en D4. Mais au moins, il a quelque chose en point de et- mire. Il sait pourquoi il vient tous les mercredis faire sa séance. mm. S'il échoue, bah, c'est pas grave, au moins, il avait pris une direction quoi, à l'entraînement. Voilà, et en fait, c'est exactement ça. Moi, j'ai mis le doigt sur le challenge sportif, mais si tu as un objectif qui est vraiment analysé, qui est vraiment défini, c'est ce challenge, en tout cas cet objectif, je pense, qui va en tout cas nous permettre de se dire, ouais, là, je vais m'arracher, je vais prendre du plaisir, je vais faire les efforts nécessaires. Mais si demain, j'y allais vraiment sans objectif ou challenge, je pense que je ne m'épanouiserais plus dans ma pratique du tennis de table. Et du coup, toutes ces années où entre la Pro B et la vétéran, tu as continué à jouer quand même. Tu abordais comment les matchs en fait? Tu y allais dans quel état Alors, d'esprit? malheureusement, j'y allais parce que ça faisait partie de mon travail, que j'étais rémunéré et salarié pour le faire. Donc, je n'avais pas le droit de ne pas y être. Et même au niveau de l'investissement et de l'engagement, je vais te dire qu'à ce moment-là, 70% des matchs que j'ai pu faire, je devais être à quasiment moins de 50% de plaisir à la table. Donc, du coup, ça se ressentait beaucoup. Ça n'a pas été toujours très, très bien perçu. J'ai été rattrapé parfois par ma casquette d'entraîneur où je me disais, Tom, tu n'as pas le droit de ne pas montrer d'investissement quand tu vois ce que tu essayes de transmettre à tes jeunes ou à tes adultes. Donc, c'est ça qui m'a permis parfois de m'arracher un peu plus. Mais honnêtement, je le faisais parce que c'était mon travail. Là, maintenant, je le fais. Ouais, on va dire 70% parce que je m'éclate et 30% parce que c'est mon travail. Comme quoi, on a changé la courbe d'une manière exponentielle incroyable. Ouais, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas définitif. Mm. Alors, moi, je peux quand même, je te donne mon cas perso. Je pense que la dernière fois que j'ai pris mon pied à jouer au ping-pong, j'étais J1. Ah ouais, ouais, vache. Et donc, en fait, vraiment, j'ai joué 20 ans dans le national, là. Mm, Et j'ai joué 20 ans, mais pas pour moi. Soit parce qu'il y avait une équipe qui était sympa. Là, les dernières années, toi, quand on s'est vu là au titre mm, de N3, bah, j'accompagnais 2 jeunes. Donc là, mon plaisir, c'était de permettre qu'ils montent. mm, Mais tu vois, moi, vraiment, la compète, ça me pèse et ça me pèse depuis longtemps.
Et par contre, ce que les gens ont du mal à piger, c'est en fait, ils n'arrivent pas à comprendre que j'ai envie d'arrêter alors que je suis numéro. Ouais. C'est très difficile à comprendre pour les gens. Ils me disent, Mm. bah attends, super bien. Ouais, mais jouer bien, d'ailleurs c'est discutable, mais jouer bien, c'est pas prendre son pied à faire du ping. Exactement. Mais il y a même pas mal d'exemples, je pense, de joueurs à haut niveau ou dans les meilleurs français où quand on les voit, on se dit, ouais, lui, il n'a pas l'air d'être heureux à la table. Je pense qu'on peut tomber sur beaucoup de matchs comme ça où on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? On a l'impression qu'il n'a pas envie du tout et ça arrive. Maintenant, si moi je peux te retourner la question, il y a eu un élément déclencheur ou c'est une accumulation, toi, au fil des années, dans le quantitatif ou dans la façon de jouer qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit stop dans Moi, le j'ai pas plaisir? beaucoup joué en volume. Ça m'a jamais coûté beaucoup de. Je me suis pas investi assez. Ce qui est sûr, c'est qu'en junior, j'ai dû me dire, bon, bah là, voilà, j'ai atteint mon plafond de verre. Alors, peut-être à tort ou à raison. Et surtout, je suis passé très vite du côté entraîneur. C'est-à-dire qu'à 18 ans, j'entraînais déjà pratiquement à temps plein. Hmm. Et moi, mon plaisir, c'était de faire progresser les gens et pas forcément de, tu vois, moi, taper la balle. Par contre, c'est ce que j'ai pas su faire, en fait, c'est dire non aux gens. Ouais. Euh, t'es quasiment tout le temps le numéro un du club. C'est Hmm. extrêmement. Là, c'est la première année que j'ai dit non. On m'a relancé 3 fois, j'ai réussi à dire 3 fois non. Et c'est la plus grande fierté, quoi. C'est-à-dire que là, je suis libéré d'un point, entre guillemets. Ah ouais, c'est énorme. Même peu importe un challenge, il n'y a vraiment pas un challenge particulier qui soit humain ou sportif qui pourrait te refaire jouer en tant que compétiteur. Alors, toi, comme toi, peut-être que dans 5 ans, une envie de faire quelque chose en vétéran. Là, pour te dire, la dernière année où j'ai joué en National 3, bah, c'est l'année du titre, là. Et donc, Ouais. avant de jouer, j'ai fait 20 sur 20 dans la phase de N3. Ah ouais, la vache. Mais par contre, c'est de la bricole. C'est-à-dire que en termes de ping-pong, c'était. Ouais, ouais, service, jouer sur ça, ouais, bien sûr. Mais si tu veux, là, j'étais le numéro un. Le petit Romain Maury-Bourrelet que tu as joué, il Ouais. était pas encore passé numéro un, mais voilà, ça allait pas tarder. Et là, j'ai fait une excellente phase. Mais Même je à dirais, travers la victoire. Même la victoire, elle ne va pas apporter un ingrédient supplémentaire en te disant, ah, c'est quand même sympa de, même si on joue pas très bien, de réussir à gagner malgré tout l'émotion de la victoire en elle-même. je vais te donner un autre exemple, c'est que je me suis mis au squash il y a 10 ans. Ouais, Et donc, j'ai arrêté parce que j'ai eu des enfants. Mais là, j'ai ressenti le plaisir du jeu d'accord. pur. Et tu vois, ce que les élèves que j'ai adultes dans le groupe ressentent là, c'est-à-dire un sport nouveau où ils sont en train Hmm. de progresser techniquement et en termes de résultats, je l'ai connu au squash il y a 10 ans. Et du coup, le ping-pong me paraît un peu fade à côté. Alors, moi, j'aime Eh tout ouais. le ping-pong, sauf jouer. Ouais, ouais, d'accord. J'aime les gens qui le fréquentent, j'aime entraîner, j'aime les gens qui ont envie de s'entraîner. Mais moi, joueur, aller à l'entraînement un peu et en match, tu vois, pas trop. Ouais, à l'entraînement, ça serait plus le côté sportif en disant je fais du sport. Voilà, 3 positions coup droit, on Ouais, transpire. ouais, ouais. euh, Ouais, ouais, d'accord. C'est une Incroyable. façon de prendre son pied au ping-pong, Ouais, mais ouais, bah c'est ça, mais c'est vrai que, ouais, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment avoir un objectif, et tu l'as très bien dit par rapport aux adultes que tu as dans les différents groupes, c'est qu'en fait, ça peut être, comme tu dis, faire monter l'équipe de D4 en D3, de prendre 100 points en une année, de faire 60% de victoire, de faire 3 perfs, j'en sais rien, mais tout challenge, je pense, t'aide à tout de suite à jouer et à aller pratiquer pour réussir et atteindre cet objectif, quoi, une satisfaction personnelle. et ce qui est génial pour eux, c'est que souvent ils l'atteignent parce qu'en fait, on a tous une certaine modestie, c'est-à-dire qu'on met un objectif qui finalement est pas trop grand, et Mm. donc une fois qu'il est réalisé, c'est super, on peut s'en mettre un deuxième. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui serait 5 à 40 ans, qui dit je veux être 15 en 2 ans, il va trop vite, faut se faire palier par palier, on va dire. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est les adultes qui viennent vers toi en te disant est-ce que tu peux nous trouver un objectif cohérent, ou c'est eux qui vraiment sont dans la réflexion d'un objectif de manière générale? Il y a un peu de tout, j'imagine. La première question, c'est moi qui leur pose. Ok. Et, et donc, ils me répondent. Souvent, je trouve que l'objectif est beaucoup trop modeste. Et donc, en fait, je le remets un peu à la hausse. Après, je le remets un peu à la hausse discrètement. C'est-à-dire que l'objectif, c'est déjà qu'on réussisse le premier. Par Mhm. contre, une fois qu'ils ont réussi le premier, je leur montre, bah, moi, j'avais plutôt ça en tête. Et donc, voilà. L'année dernière, sur les 8 joueurs du groupe, il y en a 7 qui ont atteint ou dépassé l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, Ah ouais, c'est énorme. Ouais, sachant qu'ils n'ont pas forcément de recul en plus au départ sur leur aptitude réelle. Ils se disent, allez, je vais dire ça, ça sera bon, peut-être déjà pas mal, et on verra ensuite. Ils ne ah se ouais, connaissent peut-être pas ils forcément.
ils découvraient complètement Bien le sûr. ping-pong pour tous. Hein. Ouais. Donc, ils viennent d'autres sports, ils n'ont jamais joué avant. Enfin, s'il y a un jeune qui reprenait, mais tu vois, qui a dépassé son meilleur classement de ces catégories jeunes. Ah ouais, excellent. Non, non, pour ça, c'est sympa. Ouais, excellent. Et juste, tu vois, pour que les gars, toi, tu arrives, parce qu'on t'entraîne, donc c'est un peu compliqué, tu es dans la salle, mais pour d'autres raisons, tu arrives à taper un peu la balle quand même, à jouer pour toi dans la semaine? Ouais, alors en fait, depuis justement que je m'étais. En fait, pour les championnats du monde à Rome, ils prenaient l'année de tes 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis né en 1984. Donc en 2024, je me suis inscrit. Ça devait être, je sais plus, février ou mars, par exemple. Et en fait, sur nous, avec la FFTT, moi, je suis passé vétéran que cette année. Mais ils prennent Oui. ton année de naissance. Et en fait, dès lors que j'ai passé, je me suis inscrit, je me suis dit, bon, il faut que je me cale au moins une séance par semaine. Moi, il faut savoir que je joue une fois par semaine. Voilà. En gros, je me suis calé une séance le jeudi. Je joue avec le petit Zouiten Bilel, le petit Algérien du club de Bondoufle. Donc là, il y a un choc de génération quand même qui est assez rigolo. C'est ce qui fait que moi, ça me fait rire, mais dans le bon sens du terme. De jouer avec un jeune comme ça, c'est top. Mais je joue une fois par semaine, 1h30, 1h45, et c'est tout. Voilà, une fois par semaine. D'accord. Et ça suffit. Là, j'ai vu que tu avais refait une ou deux perfs. Donc vraiment, Ouais. l'état d'esprit, ça change tout, quoi. Tu abordes. Ouais, alors je pense qu'avec le temps, je pense que la maturité s'est développée en fait. Une fois de plus, je pense que les expériences passées, le passif, c'est des choses qui reviennent au fur et à mesure et j'ai réussi à les bonifier avec le temps. Et du coup, il y a vraiment un aspect, je trouve, d'expérience parce que je m'encourage pas plus qu'avant. Même un peu moins. J'essaie de gérer l'influx. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on essaie de gérer certains aspects du tennis de table, alors qu'avant, on était un peu dans la fougue et on ne réfléchissait pas trop dans l'émotion. Là, maintenant, je suis plus dans la gestion. Et en fait, je dirais qu'en fait, je vais entretenir mon tennis de table. Je n'ai pas le sentiment de m'entraîner, mais je vais entretenir ce que je sais déjà faire. Ça serait plus dans cet aspect-là. Alors toi, ça c'est marrant parce que c'est exactement le mot que j'utilise avec les adultes qui viennent faire des séances d'entretien. Et... Sauf que des fois, ils ont 18 ans, les gars. Ouais, Quand tu passes jeune senior, on en parlait avec Simon Broudy, qu'on a fait une petite vidéo ouais, là. j'ai En vu, fait, ouais. à partir du moment où tu es senior, eh ben, tu viens faire top sur bloc et tu t'entretiens. Ouais, Et alors, nous, on est vétérans et l'objectif, c'est de perdre le moins vite possible ce qu'on avait acquis pendant de nombreuses années. Mais tu vois, à 18 ans, il n'est pas trop tard pour encore progresser. Donc, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que dans les clubs, la séance adulte, je trouve c'est 8 tables côte à côte, tout le monde fait le même exo. Comme on mm, joue au ping-pong, bah, c'est plutôt agréable à voir. Hein. Si on rentre dans la salle, on se dit waouh, ça envoie. mm. Mais en fait, personne ne travaille de choses nouvelles. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Et en fait, on en revient toujours à l'aspect de l'entraînement. J'avais aussi écouté la vidéo que tu avais faite avec la GIR. Mais en fait, tu vois, moi, ce qui me permet à l'heure d'aujourd'hui, et ça, c'est un cas qui est très personnel, ce qui m'aide vraiment à m'en sortir, c'est parce que déjà, je suis gaucher. Donc, statistiquement, les joueurs droitiers ou même gauchers, on en joue moins. Hein. Donc, déjà, ça aide. Et en fait, c'est service remise. La fameuse statistique incroyable. Mais moi, je suis plutôt, alors, j'aime pas trop parler à la personne, mais plutôt bon serveur gaucher. Et honnêtement, 60 à 70% on va dire, de la domination que je peux avoir sur mes adversaires, elle est liée à ça. C'est juste parce que je sers bien. Donc, comme quoi, dans l'apprentissage aussi, quand on a, et les joueurs le savent, hein, les adultes qui débutent notamment, on arrive toujours à la semaine d'après le match. Alors, comment ça s'est passé? Ouais, bah, j'ai joué un mec, il servait, à chaque fois, je remettais pas un service. Bah, du coup, j'arrive pas. Et du coup, il y a beaucoup de frustration, comme quoi, vraiment, quand on arrive à développer ce secteur du jeu-là, qui demande beaucoup de travail, hein, des fois en autonomie ou pas, bah, en fait, c'est une réelle arme, quoi. C'est hallucinant. Moi, c'est ce qui m'aide aujourd'hui à m'en sortir, vraiment. C'est primordial et c'est aussi d'ailleurs ce qui fait arrêter les premiers licenciés. Eh oui. Tu vois, c'est quand là, du coup, je découvre des gens qui ont des classements assez bas. Il y a des gars qui sont assez adroits hein, en régularité, top spin, etc. Mais sont trop frustrés de rater 5 services, enfin 5 remises de service par set. Et il y en a qui persévèrent pas à cause de ça. Eh oui. Et à l'inverse, à chaque palier, c'est vraiment le domaine qui est primordial. Toi, là, j'ai repris la raquette pour rigoler il y a 2 semaines. J'ai joué deux gars qui sont 18, qui jouent juste en dessous de la Nationale 3. Et j'ai Mhm. gagné 5 les deux, parce qu'en fait, ils ne servent pas court. Eh C'est-à-dire ouais. que j'ai pas joué depuis 6 mois, mais comme ils ne me proposent pas un service qui m'empêche de démarrer, eh ben, je bats encore ces gars-là sans Ouais. entraînement. Et à l'inverse, comme mes services sont courts,
ils n'ont aucune chance de prendre l'initiative. Oui, oui. Donc, ça me protège d'un niveau. Et ma qualité n'est pas assez grande pour aller chercher encore au-dessus. J'ai joué un Espagnol là, qui était 110 à Mont-de-Marsan. Ouais. En fait, c'est trop rigoureux en service remise. J'ai vraiment Ouais. fait un excellent match, mais dans le petit jeu, il est trop fort, quoi. Ouais, bien sûr, c'est sur ces paliers-là. On parle toujours du service remise, les fameux 2 premiers coups de raquette où il faut être extrêmement efficace et qualitatif. Et c'est la réalité du terrain, qui plus est même à tout niveau finalement, hein. Les 2 premiers coups de raquette, c'est là que tout se passe, hein, vraiment. C'est pour ça que nous, dans le groupe d'entraînement là, tu vois, que je fais avec les gars, Ping Booster, on a au moins une séquence de service tout le temps. Ouais. Et surtout, on a une séquence de service. Ça, c'est un conseil que je donne à ceux qui commencent, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent le service tout seul, tu sais, Mm. voire même dans le garage. Il faut jouer la balle d'après, parce que sinon, ça n'a pas de cohérence. C'est-à-dire que, il y a des gens qui servent super bien, ils prennent une poussette 80 cm de haut, plein de sauce, et ils démarrent dans le filet, ils sont frustrés. Je sais pas Mm. si tu vois, ils ont un beau service, mais qui ne leur apporte pas de points, parce qu'ils n'ont pas pensé à ce qu'ils allaient recevoir comme Ouais, réponse. l'automatisme. Ouais. Ouais, puis même dans le déplacement, dans le replacement, au niveau postural, hein, jouer, faire son service et se positionner correctement. Si tu sers tout seul avec ta bassine, tu es toujours dans le côté un peu monotone de prendre une balle après une balle et d'avoir une posture qui est finalement un petit peu, on va dire, molle, si je peux mettre des guillemets. Ouais, Et ouais, c'est, c'est ça, ouais. On et se ouais, retrouve pas, on se recentre pas. ouais. Tu sais, dans les petits classements, ils sont trois quarts revers, hein. Tu as fait une Mmh. vidéo avec Cyril, là j'ai regardé, tu le disais pour des gens, remettre le service, c'est pousser en revers. Et ben, il y a aussi beaucoup de joueurs, après le service, le premier coup, c'est un coup d'attente en revers, alors qu'il Ouais, bien fait un sûr. super service. Ouais, et puis la position au milieu, beaucoup de joueurs Ouais. se mettent au milieu de la table. Il y a un réflexe de se dire en mettant au milieu, je vais tendre la balle en coup droit, je vais tendre le bras en revers, ça peut suffire pour la toucher. Et finalement, on prend déjà l'automatisme de jamais bien se positionner par rapport à la balle. Et toi, c'est une question que je voulais poser un peu sur l'évolution du ping. Il y a peut-être aussi quelque chose, parce que tu en penses, c'est que là, on peut peut-être conseiller aux joueurs de servir beaucoup plus long que quand nous, on a commencé le tennis de table. J'ai Mm. l'impression qu'avec la balle plastique, il y a comme une prime au jeu à plat, au jeu de vitesse. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, c'est depuis l'apparition de la balle plastique. Alors, le constat premier, c'est de se dire que la balle plastique prend moins les effets. Donc, les joueurs, alors, on prend l'exemple du haut niveau parce que c'est ce qu'on visualise aussi à la télé. Bah, en fait, on prend ce qu'on appelle beaucoup de bananes du revers, vu qu'on peut se permettre, du coup, on prend moins les effets, on peut engager avec le flip du revers. Donc, les joueurs se sont dit naturellement, ou les entraîneurs, hein, dans l'analyse, bah, de servir beaucoup plus long, de lancer le jeu ou de servir un peu de rebond pour faire démarrer l'autre, parce qu'on sait que maintenant, le tennis de table d'aujourd'hui, on ne voit quasiment plus de blocs. Les blocs, nous, joueurs à l'ancienne, on prend la balle derrière, n'existent quasiment plus. Maintenant, on repasse dessus systématiquement, c'est du contre-top à tout va. Le jeu de vitesse s'est vachement développé parce que la balle plastique, en effet, fait que. Et donc, pour revenir à ta question, donc oui, moi, à l'entraînement avec les joueurs, on parle beaucoup plus de servir long et c'est ce qui marche bien parce qu'on est surpris maintenant de voir qu'on est sorti un peu de la robotisation de service court, remise courte. Maintenant, on ose lancer le jeu beaucoup plus souvent. Et là, ayant commenté là, sur RMC, j'ai vu beaucoup plus de matchs qu'avant. Mais en fait, il y en a, c'est services longs. Moi, il y a un match qui m'avait marqué, je ne sais pas si tu l'as vu. C'est Lee Yoon-Yu sur Flavien Coton à Montpellier. Lee Oui. Yoon-Yu, il a gagné grâce à ses services longs. Le Flavien, c'était presque malheureux parce qu'il savait que ça venait long, mais il s'en sortait pas. Donc, comme quoi, à très haut niveau, ça fonctionne aussi. Ouais, et puis bon, après, là, comme tu dis, repasser au-dessus, c'est quand même déjà pour un niveau de pratique qui est très Bien élevé. sûr. Niveau. Je pense que pour les joueurs que moi j'entraîne, tu vas être capable de lancer le jeu à plat. Mais déjà, lancer le jeu à plat, on a enlevé une grande partie des quantités d'effets qui nous dérangent. Mm. Et un peu, après, voilà, il y a quand même une prime à celui qui s'entraîne, qui fait du top coup droit un peu plus puissant. Donc, c'est une bonne astuce de lancer du long lifté en Ouais. service. Mm. Et on peut se dépatouiller de la poussette qui nous gêne souvent dans les premières catégories de classement, là. Donc, c'est intéressant. Bien sûr. Et puis c'est vrai que les joueurs, en plus, les joueurs du coup débutants adultes, peut-être notamment ceux de ton groupe Pink Booster et d'autres, c'est que du coup on veut injecter beaucoup d'effets quand on est dans l'apprentissage du service et mettre beaucoup d'effets. On a le sentiment aussi que c'est beaucoup d'engagement physique dans la balle, quitte à perdre justement en profondeur. Quand on veut servir court, on se retient un peu, on en met un peu moins. Servir long, ça permet aussi un engagement physique où on dit voilà, je vais faire peur à l'adversaire, je vais en mettre plus. Et finalement, l'adversaire peut avoir peur aussi de la posture de nous, serveurs. Quand on voit un gars en face de nous qui tape du pied, qui met tout le corps, des fois, ça peut surprendre. Mais du coup, le service long peut aider à ça aussi.
Toi, j'entraîne un gars qui. Alors, lui, il était ancien handballeur, il a commencé le ping, donc il est passé de 5 à 12 en 2 ans. Donc, tu vois, il a du ping quand même. Et Ah ouais, donc, la vache. il est gaucher comme toi. Mhm. Donc, je lui disais, bah, tu sais, les mecs, le dimanche matin en R2, ils n'ont pas envie d'aller faire un démarrage plein coup droit à 9 h du matin. Donc, tu t'embêtes pas, tu sers bombe plein coup droit du droitier là, à 9 h du matin. Et il m'a dit, c'est un carnage. Les mecs, ils y vont pas, ils n'engagent Ouais. pas physiquement. Ils tendent le bras, ouais, bien Ouais, sûr. voilà. Et c'est vrai que pour ces gars-là qui ont joué dans les années 90, tu vois, le vétéran qui a 50 ans en R2, bah, il a sa petite poussette, son petit top sauce. Si tu viens le bousculer un peu, là, lui mordre les mollets, ça lui fait bizarre, quoi. Ah Donc, ouais, je suis d'accord, totalement d'accord. Puis c'est l'avantage du fameux joueur gaucher, hein, de servir dans la diagonale plein coup droit. C'est du droitier, c'est tellement top. On a vraiment cette chance-là, hein, en tant que gaucher, d'avoir une zone bien sympa à jouer au service. bon, voilà, on a donné déjà pas mal de conseils là, sur le service. Et bah, moi, je vais te parler un peu de l'aspect entraîneur, du coup. Parce Hum. que là, tu es sur un club. Comment ça s'organise un peu ce que tu fais en entraînement? C'est vraiment club-club ou Ouais, tu. alors en fait, à l'époque où j'étais à Ponto Combo et HL, j'avais un poste d'entraîneur-joueur et j'avais un groupe de joueurs, que ce soit, alors les jeunes, je les avais entre 3 et 4 fois par semaine et j'avais j'avais un groupe adulte 2 fois par semaine. Depuis que j'ai emménagé dans Lyon, je suis pour ceux pour qui ça parle, je suis à une demi-heure de Fontainebleau, voilà, dans le sud vraiment de la Seine-et-Marne. Là, par contre, pour vivre de mon métier, je suis obligé de faire 4 clubs à l'heure d'aujourd'hui. Donc en fait, pour ce qui est de ton aussi de ce que tu as créé avec Pink Booster et d'être avec beaucoup d'adultes, je connais bien parce que entraînant dans plusieurs clubs, je fais avec les moyens du bord dans le sens où j'ai plusieurs groupes à mon actif. Donc j'entraîne beaucoup aussi de joueurs adultes classés de 5 à 8, 9 maximum. Donc je connais plutôt bien ce groupe-là. Et pour revenir à ta question, j'entraîne 3 fois par semaine à Domassens. D'accord. Voilà. En gros, maintenant, même si j'aime pas dire ça, j'entraîne pour pouvoir vivre de mon métier. Maintenant, faire de la formation, c'est pas que c'est pas possible. Si demain il y a un joueur jeune ou adulte qui a un potentiel et qui a un petit truc en plus que les autres dans l'aspect motivation et savoir-faire, je pense que je ferai les choses différemment avec lui ou elle. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment là à essayer de me dire, allez, bon, bah, les joueurs, faut qu'ils arrivent à avoir du plaisir dans leur pratique. S'ils en veulent plus, je leur en donne plus. Mais maintenant que je suis un peu dans Lyon, là, je t'avoue que j'ai le sentiment d'avoir changé de façon d'entraîner. Ouais, je pense que c'est pas lié au lieu géographique. Moi, je peux te dire la même chose, hein. Je suivais des joueurs en national, des jeunes, et bah, le jour où je suis devenu papa et qu'il a fallu passer moins de temps dans les salles le week-end et gagner un petit peu mieux sa vie, parce que quand même le métier d'entraîneur, quand en tout cas tu es salarié d'un club, c'est un Mm. peu compliqué. Bah, tu vois, moi j'ai changé de voie, je suis passé instituteur, mais sinon j'aurais fait aussi de la prestation qui permet d'en vivre, quoi. Mais Mm. sinon, toi, ton cœur de métier, c'était là où tu prendrais le plus de pied, ton pied entraîné, si ça te convenait parfaitement, ce serait d'entraîner des jeunes de bon niveau national? Alors, en fait, j'ai le sentiment que sur un côté, si tu veux, patience, j'ai plus de difficultés avec les groupes de petits. Je l'ai fait il y a quelques années et je commençais à avoir des difficultés à avoir la patience dans la transmission, dans la pédagogie, parce que c'est du baby ping, hein, donc j'avais beaucoup plus de difficultés. Et en fait, depuis plusieurs années, je m'éclate beaucoup plus avec les adultes, en fait, parce que je suis au-delà du côté transmission et d'apprentissage, je suis dans l'humain, dans l'affect. Et ça, en fait, l'adulte, je trouve ça, je m'éclate aussi avec ça parce qu'il y a beaucoup plus d'affect avec ces joueurs-là parce c'est peut-être des gars du même âge. Donc, moi, j'ai des adultes que j'entraîne qui sont devenus de très, très, très bons amis. Et en fait, je suis plus presque là-dedans que dans l'entraînement à créer vraiment, tu vois, à faire de la formation sur des jeunes joueurs et les amener le plus haut possible, si tu veux. Ouais, là, ce qui est vraiment exceptionnel chez les adultes, c'est qu'ils te le rendent au centuple, quoi. C'est-à-dire Ouais. que Mm, là, j'en parlais avec l'entraîneur du club où je suis, qui lui est salarié à temps plein, et il commence à faire des séances indives, tu sais, avec des adultes, mm, et le gars te dit merci, quoi. ouais. Et il t'a discuté pendant 1 heure. Effectivement, il y a eu 40 minutes de ping-pong, mais 20 minutes où il t'a parlé de son boulot. Bah, comme on a tous les deux 40 ans, on a les mêmes problèmes, donc on partage plus de choses. Ouais. Donc ça, c'est un conseil que je donne aux entraîneurs, même s'ils sont avec des jeunes et que c'est leur passion.
c'est sympa d'avoir un groupe aussi avec des gens qui nous ressemblent, qui sont plus âgés. Ça fait vraiment du bien dans une semaine, quoi. Faut se garder Ouais. un... Et c'est vrai que ce groupe-là, ce fameux groupe adulte, je le connaissais déjà, ce public, mais là, depuis 5 bonnes années maintenant, j'ai vraiment pris conscience encore plus de l'importance que ce groupe pouvait avoir à mes yeux vraiment dans la pratique, dans mon exercice, dans mon travail, quoi. Vraiment, quand j'arrive au groupe adulte, je suis vraiment content de l'avoir. Parce que, comme tu dis, il y a un réel relationnel, il y a un réel partage qu'il soit dans le tennis de table ou qu'il soit dans la vie privée. Et en fait, comme tu dis, ils te le rendent. Et ils te le rendent par leur investissement. Un adulte, il transpire, c'est hallucinant ce qu'ils peuvent donner, quoi. Même eux se surprennent, mais parce qu'ils s'arrachent pour toi aussi. Donc, je m'éclate vraiment. Et tu vois, j'ai 4 séances par semaine avec des adultes dans 4 clubs différents. Et tu arrives à avoir des progressions sympas. C'est peut-être des mieux classés, non? Alors, pas forcément. Alors oui, il y en a quelques-uns. Il y a des joueurs, quand je dis mieux classés, il va y avoir des joueurs, je vais te donner une fourchette entre 11 et 13-14. Tu vois, voilà. Mais j'ai beaucoup de joueurs, plus de 50%, c'est des joueurs classés de 5 à 7, 8 de manière générale. Et il y a des bonnes progressions. Alors, après, moi, j'essaye de les diriger au-delà. Alors, comme tu dis, il y a des cours particuliers qui sont mis en place parce que les joueurs ont envie d'avancer un peu plus vite. Les joueurs qui ont découvert la discipline se sont vus découvrir une nouvelle passion et ils ont envie d'en apprendre encore plus. Et donc, ça m'arrive de donner des cours particuliers aussi. Et c'est vrai qu'après, j'essaie de les diriger vers un aspect progression qui est dans l'entraînement et dans la compétition. Il y a quand même des vrais compétiteurs dans le lot. Donc après, ce qui est là que c'est plus dur pour nous, c'est que dans Lyon, il n'y a pas beaucoup de compètes. Voilà, malheureusement, c'est assez maigre. Donc après, c'est comme pour les jeunes, on va leur dire il y a un tournoi là, il y a un tournoi là, il y a un tournoi là, il y a le critérium fédéral, etc. Et ceux qui progressent quand même un peu plus vite, là, si je devais faire une statistique, c'est quand même ceux qui ont un volume de match plus conséquent. Après, rien. En fait, c'est mathématique. Un joueur qui a fait 200 matchs et un joueur qui en a fait 10, ce joueur-là, il est passé 190 fois du temps en plus dans une salle à faire du ping-pong. Que ce soit un match ou pas, il a joué quand même un peu plus. Donc, c'est vrai que Comme nous, on a dit sur notre expérience, il a dû trouver des solutions tout seul. C'est-à-dire que, comme tu dis, il a eu 190 situations différentes à gérer. ouais. Il y a eu des déceptions, il y a eu des fois, il s'est dit, tiens, ça marche. Il y a eu des fois où ça s'est reproduit 3 fois de suite, donc c'est que ça marche sur tout le monde. Et tu es obligé de passer par l'expérience de la compétition. C'est trop Ouais. dur de jouer 30 simples ou 40 simples par an, c'est beaucoup trop peu. Bah ouais, bien sûr. Et puis on sait pertinemment, toi et moi, hein, que la gestion du stress et de l'émotion, combien de joueurs aussi adultes arrivent en disant, moi, le stress du match, j'arrive pas à l'avoir à l'entraînement. C'est la fameuse question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le même ressenti du match? Comment on fait pour l'avoir à l'entraînement? Ils veulent vivre un petit peu et gérer cette émotion-là. Et plus tu la vis en compétition à travers, par exemple, 190 matchs, plus tu peux être là à l'apprivoiser, à la connaître un petit peu et à la gérer au mieux par la suite. Alors, tu vois, nous, s'est donné un objectif raisonnable qui n'a pas été atteint d'ailleurs, celui-là, c'est de faire 100 matchs par an. Ouais. Et en gros, si tu fais critérium et par équipe et que tu rates rien, tu es à 70 matchs. Donc, tu vois, il te Mm. reste 2-3 compètes à aller chercher. Après, ça peut être du vétéran, du corpo, ça peut être Ouais. n'importe quoi. Après, il y a une deuxième chose que moi, je trouve importante, c'est si tu joues 100 matchs, mais que tu es toujours meilleur, est-ce que vraiment tu progresses? Et encore pire, si tu joues 100 matchs, un peu ce que tu as connu en Pro B, moi j'ai connu la Super Div à l'époque, Ah c'était, ouais. tu vois, Ouais. pas la Super Div, pardon, j'ai fait la N1 juste avant la Super Div, donc c'était un Ouais. peu Pro B amoindri. Mm. Et fait 2 victoires sur une phase, c'est trop dur. Trouver des compètes qui te permettent un tiers du temps, t'es favori, un tiers du temps, c'est égalité, et un tiers du temps, t'es un peu l'outsider. Et Mm. ça, c'est pas facile pour les adultes. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas évident à trouver. Et c'est là, je trouve que c'est intéressant en tant qu'entraîneur, justement, de gérer aussi l'avancée du joueur adulte dans sa progression, qu'elle soit technique, tactique ou psychologique. Justement, ces fameux caps. Parce qu'en fait, les joueurs qui débutent, ils vont avoir ce cap à un moment donné où il faudra réussir à s'accrocher. On sait bien que le joueur 5 va arriver 650. Arrivé à 680, il va peut-être redescendre à 640 parce qu'il arrive à un palier où c'est dur, puis ça va repartir. Donc c'est vrai que ça marche par ces fameux caps. Et c'est pour ça que je me posais la question si toi, à travers Pink Booster, si tu arrives à intégrer aussi ce suivi, toi, ce suivi où on se dit comme un entraîneur qui va suivre un jeune sur un tour d'un div, est-ce que tu arrives toi à créer un petit peu ce suivi en compète avec eux?
Alors, on fait deux choses. Déjà, moi, je pense que le suivi le plus important, c'est qu'on a un petit groupe WhatsApp. Et Ouais, donc, en fait, on fait beaucoup de messages collectifs. Ça joue beaucoup sur la motivation du groupe. Euh, Vraiment, tout le monde se soutient, en fait, et se tire vers le haut. Et ne serait-ce que de voir trois copains qu'on parfait, tu vois, on le met ouais, sur le groupe, on se congratule. Enfin, voilà, ça fait un peu ouais, méthode de c'est énorme. développement personnel, mais Ouais, en tout cas, c'est vraiment super. Et après, moi, je viens faire des petits messages personnels. Tu vois, soit quand je sens que ça commence à baisser un peu, il y a deux, trois résultats qui ont été un peu durs. mhm, Ou alors, tu vois, je dis, bah, ça serait peut-être bien en deuxième phase de commencer le championnat vétéran, tu vois, rajouter 20 ouais, matchs. Tiens, il y a tel tournoi à cet endroit. Et après, là où je veux pas trop m'engager, parce qu'il y a aussi un effet pervers à venir coacher trop souvent, c'est qu'en fait, les gars, après, dépendent de toi au coaching. Ça arrive ouais. beaucoup chez les jeunes. Mais je viens les voir au moins une fois en compétition officielle dans l'année, chacun. Ouais, c'est top. Ouais, ouais. Puis après, il peut y avoir un côté aussi, il a été voir lui, moi, il n'est pas venu. Enfin bref, oui, il y a Voilà. plein Bon, là, sur ce groupe-là, il n'y aura pas de. de soucis de ce que. Non. Ouais. Alors, par contre, ce que je dis aussi, d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que je vais essayer de développer après, là, sur la chaîne. Je sais qu'il y a déjà des gars comme Ruben qui le font, mais voir un match de ping, et tu peux coacher par vidéo si Ouais. tu veux. Mm. Et donc là, je leur ai demandé à tous de se filmer au moins un match complet sur la phase qu'ils viennent de faire. Ouais. Et ça me permet déjà de voir si ce qui se passe à l'entraînement, c'est la même chose qui se passe en match, parce Mm. que tu sais bien que c'est. Oh oui, Voilà. Donc carrément. voilà, je suis comme ça. Vidéo, D'accord. coaching physique et surtout un groupe WhatsApp qui est riche où on parle tout le temps. Oui, qui crée du lien et qui fait que, voilà, comme tu dis, dans les bons, dans les mauvais moments, chacun est là pour l'autre. C'est top. En fait, si tu veux, le mec qui n'a pas pris de points en première phase, quand il y a cinq copains qui ont pris 100 points, il a l'impression, et d'ailleurs c'est vrai, il va les prendre, toi, il a l'impression d'avoir fait partie de cette progression. Mm. Si tu es tout seul en séance indiv avec lui et qu'il n'a pas pris un point sur la phase, ça va être dur de le Ouais, garder. ouais. Et ouais, je sais pas si toi, tu as des conseils, des choses quand tu vois un nouveau groupe d'adultes. Tu vois comment tu l'appréhendes. On a un peu des conseils qu'on donne à tout le monde pour déjà prendre un petit peu la température d'un groupe adulte. Qu'est-ce que Mm. tu pourrais conseiller, toi, à des gars qui commencent, qui arrivent dans un club? Alors, on est, de toute façon, chaque année, hein, on a toujours des nouveaux joueurs, hein, joueuses, hein, qui arrivent dans un groupe. Alors, moi, j'essaie toujours évidemment d'aller vers eux, de les rassurer, de parler d'abord de l'atmosphère. Je parle beaucoup de l'atmosphère et de l'environnement dans lequel ils vont pratiquer, de donner des exemples, hein, dans la mentalité des gens, parce qu'en fait, il y a un côté un peu où on se compare aux autres et quand on arrive dans une salle, on regarde les joueurs jouer, on se dit, wow, attends, enfin, on peut se dire, ouais, là, j'ai pas ma place, là, enfin, moi, je peux pas aller dans ce groupe-là. Donc, j'essaie toujours de rassurer en se disant que ces joueurs-là aussi, ils ont commencé à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on est sur une ouverture, si tu veux, un réel accueil. Ça, c'est vraiment dans les premiers pas de la personne au club. Après, moi, j'adapte toujours les situations au mieux, en tout cas, par rapport au profil. Alors évidemment, moi, j'ai pas un groupe comme le tien, plus ou moins restreint. On est sur un groupe, le fameux groupe entre 14 et 18 joueurs. Donc, on a tout de suite entre 7 et 10 tables avec des armes techniques différentes, des systèmes de jeu différents et d'adapter. C'est le rôle de l'entraîneur aussi d'être dans l'adaptation par rapport au profil, que ce soit dans le savoir-faire technique, mais aussi dans la motivation. Si tu veux, en fait, toutes les motivations peuvent être différentes, mais l'idée, c'est de ne former qu'un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le joueur qui est vraiment un petit peu plus fort, et quand je dis plus fort, c'est un joueur qui est classé 7 avec un joueur débutant qui est classé 5, ils savent qu'ils vont apporter à un moment donné pendant au moins un exercice aux joueurs. Il n'y a pas de clan, chacun vient vraiment apporter à l'autre. Ça, c'est une réelle obligation. Quand je dis obligation, ce n'est pas une règle, hein, mais ça fait partie de la bonne santé du groupe. Donc, ouais, vas-y, Nico. Tu Et voulais est-ce que attendre. ça t'est déjà arrivé que dans le groupe, tu es quelqu'un qui soit en décalage vraiment de motivation? Parce que moi, je considère qu'il n'y a pratiquement jamais de loisir au ping-pong. Puisque d'ailleurs, ils Mm. veulent tous faire des matchs. Ouais. Des joueurs qui comptent pas les points, il n'y en a presque aucun. Donc en fait, tout le monde vient avec un esprit de faire de la compétition. Mais est-ce qu'il y en a où tu n'arrives pas à les accrocher, entre guillemets, à tu vois, essayer d'acquérir quelque chose de technique ou Ouais. Alors, ça, en fait, ça arrive tout simplement parce que le joueur est venu chercher quelque chose et en fait, il s'aperçoit assez tôt que finalement, ce qu'il était venu chercher, il est en train un petit peu de perdre pied dans ce qu'il était venu chercher. Et en fait, perdre pied, ça veut dire que la motivation baisse
et qu'en fait, on est là pour être là, mais finalement, on n'est pas dans l'épanouissement. Et là, en fait, c'est toujours du dialogue. Moi, je suis beaucoup axé sur la communication et le dialogue, peut-être même des fois un peu trop, mais c'est ce qui fait que moi, enfin, c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, à un moment donné, on essaie toujours de trouver des situations qui font que la personne, elle peut se réoxygéner un petit peu. Et là, je t'avoue qu'il faut que je les oriente vers les bonnes personnes qui sont dans le groupe. Parce que ces Ouais. personnes-là peuvent être plus ouvertes, plus dociles, plus dans l'instant T à prendre du plaisir. Alors que si cette personne-là qui est un petit peu moins bien, je la mets avec celui qui a envie d'en faire plus que les autres, malheureusement, on n'est pas productif à ce moment-là. Donc l'idée, c'est de toujours. Mais une fois de plus, la difficulté, c'est qu'on est sur un groupe de 16 à 18 joueurs. Et en fait, sur un créneau d'1 heure et demie, c'est très, très compliqué. Tu l'as déjà vécu ou tu le vis encore. Tu donnes une situation qu'il faut essayer d'adapter pour les uns et pour les autres. Et quand tu fais le tour, parce que les gens, ce qu'ils apprécient, c'est qu'on aille les voir pour leur donner un petit peu de temps, de la considération. Je pense qu'ils le voient comme ça, c'est de la considération de l'entraîneur. Ben, en fait, tu as fait le tour. Quand tu as fait le tour, on va presque dire qu'on inverse les rôles. Donc, en fait, finalement, c'est pas facile de donner du temps sur des groupes où on est sur du volume. De toute façon, le nombre joue sur la qualité, c'est une évidence. Voilà. Et effectivement, tu divises le temps dont tu disposes par le nombre de personnes. Et il y a des gens qui profitent quelques minutes de toi, voire pas du tout sur certaines séances. Effectivement, ça les déçoit. Ce qu'ils veulent pas toujours, c'est progresser, mais c'est qu'on ait posé un œil sur eux, qu'on leur ait posé une question, qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis on a Moi, les regards. Les regards, moi je les sens. Il y a toujours, je te dis une bêtise, sur 8 tables, tu as 2 tables, ils te cherchent du regard parce qu'ils veulent que tu ailles les voir ou ils se disent tiens, ça serait bien que tu viennes. Pour terminer sur l'entraînement des adultes, en fait, ils demandent de l'attention au même titre que les jeunes. Et souvent, on pourrait un peu se dire, bon, bah ouais, les adultes, ils sont grands, ils se gèrent tout seuls. Ils ont un collègue à la table, on n'a pas forcément besoin de mettre la même attention. Et ça leur manque. Je sais que ça les déçoit Ouais. quand on. Je le ressens beaucoup et c'est là qu'on voit que l'entraîneur, il est vraiment, c'est une éponge. Il éponge les émotions et les attentes des adultes, enfin des adultes ou des jeunes. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que même moi, quand je fais le tour, je sens de la frustration en me disant, je vois bien que la table 2 là-bas, elle est en attente, elle voudrait que j'y aille ou elle dit bon, tu viens quand? Et il faut réussir à donner un petit peu on va dire un peu de conseils et de présence à chacun, mais c'est très compliqué quand tu as un grand groupe. Alors toi, là, c'est un conseil qu'on peut donner aux dirigeants de club. C'est que moi, là, j'en suis l'exemple parfait. C'est-à-dire que j'étais payé par le club dans le groupe Pink Booster. Ils sont presque tous du même club. Ouais. Et donc, avant, j'étais payé par le club et j'avais un grand groupe de jeunes et je m'occupais un peu des adultes. Les progressions, rien du tout. Et donc, Mhm. toi, je suis le même entraîneur, sauf qu'on Ouais, a ouais. changé le cadre d'entraînement. Les 8 plus motivés sont venus avec moi. Ça coûte plus un seul euro au club où ils sont, puisque c'est eux qui prennent en charge l'entraînement. Mhm. Et l'année dernière, ils ont tous pris, en moyenne, ils ont pris 150 points. Ouais, c'est énorme. Et c'est-à-dire que le club d'origine se retrouve à avoir son équipe de R3, l'équipe numéro 2, qui est constituée uniquement de joueurs de Pink Booster et qui sont en train de mordre les mollets de l'équipe 1. Que derrière, il y a 2 équipes qui ont fait des montées avec des joueurs de Pink Booster. Et si tu veux, on a amélioré la qualité. Mhm. Donc, si ça, c'est un conseil que je donne au président. Peut-être que plutôt que de faire le grand groupe à 24, alors c'est un peu malheureux, mais de se dire, bon, bah, l'entraîneur essaie de voir les 8 plus motivés du groupe. Mhm. Et c'est un entraînement élite d'adultes débutants. Et Ouais. il va se passer quelque chose. Ouais, ouais, c'est énorme. Ouais, c'est une très très bonne idée parce qu'en plus, comme tu dis, ce joueur élite qui, alors j'aime pas dire qu'il en veut plus que les autres, mais c'est un petit peu ça quand même dans la motivation et l'envie et les moyens. Il peut y avoir entre guillemets une cotisation adaptée par rapport à son envie et sa motivation, ce qui fait que ça ne revient, ça, c'est pas un plus à donner par rapport au club. C'est le joueur qui entre guillemets règle sa motivation pour avoir un entraînement élitiste qualitatif, quoi. Ah, il sera content de le faire parce qu'il sait que ça va l'engager aussi à faire les choses bien. Mm. Celui qui paye sa cotise comme les autres, il n'a pas non plus une. Parce que tu vois, s'il rate une séance, ça lui coûte rien. Ouais. Son engagement va pas être le même. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a quand même aussi une autre chose à voir pour les clubs, c'est que l'adulte, il est là pour longtemps. Hmm. C'est-à-dire, si le mec il commence à 40 ans, il va pas partir pour les études, il va pas arrêter parce qu'à 16 ans, il en aura ras le pompon du ping-pong. Hmm.
c'est un joueur que tu vas garder dans tes équipes pendant longtemps. Donc, Ouais, et qui plus est dans un collectif interne d'un club. Ça peut être un bénévole, ça pourra peut-être être un dirigeant. là, tu vois, je te donne un exemple. Il y a 3 joueurs de Ping Booster. Ils sont entrepreneurs individuels et ils ont Mhm. financé les maillots du club où ils jouent. Ah ouais, énorme. Donc, pour le club, tu vois, c'est fantastique. Ouais, Donc, c'est génial, ouais, c'est clair. enfin, voilà, moi, vraiment, j'incite les dirigeants à poser un regard différent sur leur joueur adulte qui est débutant. Il y a quelque chose à faire. Ah ouais, carrément, je suis là, ouais. Très très bonne idée. Je vais en parler d'ailleurs, tu vois, je savais ce que tu proposais, j'avais pas les tenants et les aboutissants dans ta manière d'avoir créé ce projet. Mais c'est vrai que tu vois, il faudrait que. Je sais que j'ai une association, un club où j'entraîne où il y a vraiment des profils et des dirigeants qui seraient à l'écoute de ce type de projet-là, tu vois. Faut vraiment que je leur en parle. OK. Mm. Et puis, bah, écoute, pour finir, Thomas, je ne vais pas te garder trop ton temps, c'est hyper sympa. Mm. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de tes projets alors, tu nous avais parlé de championnat du monde de vétérans. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bah alors en fait, donc j'avais fait les championnats du monde à Rome il y a 2 ans, les championnats d'Europe là l'été dernier, et donc bah du coup étant dans une certaine dynamique et dans une réelle éclate, pour employer un mot un petit peu plus jeunes de maintenant, en fait je me suis dit allez on remet ça l'année prochaine parce que ça change tous les ans. Tu as une année championnat du monde, une année championnat d'Europe, une année championnat du monde, ça change systématiquement. Donc là le championnat du monde en Corée du Sud, donc si tu veux la Corée déjà ça parle hein, pour ceux qui connaissent le tennis de table, hein, c'est un pays du ping, hein, qui est peut-être le pays, on va dire le troisième pays derrière peut-être la Chine et le Japon. Bon, la France maintenant, mais on va dire que la Corée quand même a un passif un peu différent. Donc du coup, bah, j'y retourne avec beaucoup évidemment comment on pourrait dire, d'objectifs, hein. J'y vais avec des vraies ambitions parce que, alors je vais pas dire que j'ai eu la chance parce que je l'ai créé moi-même, mais j'ai toujours eu la chance de faire des médailles sur les compètes précédentes. Donc là, je me dis toujours, bah, là, cette année, c'est médaille. On va remettre ça. On parlait tout à l'heure de challenge et d'objectifs. J'y vais vraiment pour essayer d'aller faire quelque chose d'exceptionnel. Donc là, je me suis engagé sur les simples messieurs, double homme et double mixte. Donc, il y a 3 catégories. Donc, ça aussi, en tant que vétéran, il faut savoir bien le gérer. Moi, il faut savoir que depuis 3 ans maintenant, je suis suivi par un membre de ma famille qui est coach sportif dans la course à pied. Donc, en D'accord. fait, moi, je suis un programme de prépa physique, beaucoup axé course à pied, renforcement, étirement, récup, etc., etc. Et moi, si tu veux, bah, je l'ai senti sur ces 2 échéances passées, parce que c'est des grosses compétitions quand même, hein, c'est très dur physiquement, mais je me suis jamais senti aussi bien. Et en fait, il y en a pas mal qui me disaient sur place, mais on a l'impression que tu fais pas partie de la même catégorie des autres, parce que tu es une pile sur patte, ça s'arrête pas, c'est impressionnant, et qu'il faut jouer là-dessus. Tu vois, on parlait de qualité, je te parlais tout à l'heure du service. Bah, je sais que physiquement, c'est une réelle qualité qui fait que je peux tenir. Je me dis toujours, quand j'arrive sur ces compètes-là, il faut que j'arrive dans la dernière journée ou l'avant-dernière journée parce que je sais que physiquement, je pourrais peut-être faire la différence. Donc, Ah, tout à l'heure, tu parlais de service remise. Tu es quand même quelqu'un qui est joueur. C'est-à-dire que oui, tu peux être sur une ligne de sol différente, t'aimes ouais. remettre la balle. Donc oui, tu es fort sur les 2 premiers coups, mais t'aimes ça quand ça dure. Et Ah, effectivement, sur une longue compétition, ça peut faire la différence, surtout dans les catégories vétérans. C'est un avantage. exactement. Donc voilà, l'objectif, on va dire le challenge qui arrive, là, ça serait les championnats du monde, donc vétérans en Corée. On est tenant du titre sur les coupes nationales vétérans, parce qu'on a gagné les championnats de France l'année dernière à Verne sur Sèche avec le club de Doma. Donc l'idée, ça serait d'aller préserver ce titre. Et j'aimerais bien faire 3 médailles au championnat de France vétéran si je me qualifie cette année. J'avais gagné les doubles mixtes avec Julie Buil, que tu connais Ouais. peut-être. Ouais, Voilà. de toute façon, on Et est à peu près de la même génération. Je suis un peu plus âgé, mais je la connais bien. Ouais. voilà, donc du coup, garder le titre. Je fais les doubles messieurs avec notre ami Pietro, donc Julien Oui. Pietro Paoli. Donc ça serait bien d'aller chercher aussi un titre avec Pietro. Et Gaucher. voilà, gaucher. Donc ça sera aussi, je pense que je vais essayer d'aller le voir un petit peu, qu'on essaie de voir pour s'entraîner, parce qu'une fois de plus, l'idée, c'est pas d'arriver n'importe comment, mais d'arriver préparé. Et puis d'aller faire une médaille, au moins une finale en simple. J'avais perdu face à Rodolphe Després en demi l'année dernière. Et c'était Sofiane Boudjadja qui avait gagné. Donc voilà, tu vois, quand on fait le bilan, c'est avoir des objectifs sur les compètes vétérans. Donc voilà,
d'aller préserver ce côté épanouissement qui m'amèneront, je l'espère, vers la performance parce que j'aurais pas de performance si je suis pas éclaté dans ma pratique, ça c'est sûr. Ouais, c'est super motivant. Je donne un petit cas. Toi, tu as fait de l'UFOLEP. Mm. Les gens peuvent aussi regarder du côté du corpo. Alors, malheureusement, je crois qu'ils ont arrêté les championnats de France cette année. Ouais, c'est vrai. Moi, je faisais le FSCF à l'époque. C'était une Mm. autre fédération. Et donc, en fait, il y a moyen d'aller faire des championnats de France, même quand on n'a pas un gros classement. Et c'est des moments à vivre et des petits défis perso sympas. Donc, regarder les fédérations qui sont à côté de la FFTT, ça peut être aussi des moments Ouais, sympas. ça aide. Totalement d'accord. Et puis, petite question sur les vidéos que tu fais. Toi, tu fais ça dans quel état d'esprit, là, tes matchs de national, le fait qu'on te suive en vidéo, tu as une idée en tête? C'est juste pour Ouais, alors en fait, moi j'avais une chaîne YouTube, mais comme tout le monde, pour regarder des vidéos de ping. Et en fait, dès que je m'étais inscrit pour les championnats du monde à Rome il y a 2 ans, je m'étais dit, tiens, ça peut être sympa de faire des petits vlogs sur la prépa, sur les matchs par équipe, etc. Et en fait, quand on me pose la question de ce que j'en attends, en tout cas, il n'y a rien de financier. Faut savoir qu'avec, en gros, moi je suis assez transparent, avec 2 vlogs, tu vois, qui sont aux alentours de peut-être 10 000 vues, tu gagnes 150 euros. Et ça me coûte presque 4 chiffres. Donc, pour donner un ordre d'idée, ça rapporte pas d'argent finalement. Mais en fait, les gens se sont un peu, je pense, identifiés à peut-être un petit profil qui peut, pour certains, leur parler en termes de système de jeu. D'autres, ça va être l'état d'esprit et l'émotion qui est dégagé. Et en fait, du coup, au bout d'un an, les gens me disaient, bah alors, c'est quand que tu fais la prochaine? Est-ce que tu vas refaire une vidéo? Tom, tu viens à un tournoi, tu peux refaire une vidéo. Donc, je me suis pris un peu là-dedans. C'est un budget. Je suis obligé de mettre de côté, hein. Donc, tu vois, c'est pour te dire, je m'organise pour continuer. Donc, j'essaye en gros de faire une vidéo tous les mois. Voilà, en gros, l'idée, c'est d'en faire une manière mensuelle. Et le Graal, ça serait, je m'avance un peu, mais Mathias Prognon, donc Tiasma, celui qui a fait les vidéos au tout début de la chaîne, qui est en Corée du Sud, parce que lui, il a pris une année sabbatique. Peut-être qu'il va rester, du coup, pour faire les championnats du monde vétérans et de faire ça sous forme de documentaire, de reportage. Donc là, je t'avoue que ça serait un rêve d'enfant de pouvoir avoir une trace comme ça, parce que au-delà de ce qui se passe à l'instant T, c'est que ça reste archivé dans la tête d'abord, mais aussi pour mes enfants plus tard. Donc il reste des traces de tout ça, quoi. Ah non, là, c'est un événement en particulier, mais ça serait formidable. Et du coup, tu Trop fais bien. appel à un monteur pro? Ouais, alors en fait, quand Mathias il est parti, du coup, j'ai mis sur les réseaux que je cherchais quelqu'un. Il y avait un jeune que j'avais entraîné à Coulommiers en Seine-et-Marne, qui est devenu maintenant un grand adulte, hein, mais qui m'a dit, bah tiens, je vais te mettre en relation avec quelqu'un qui fait pas de tout de vlog sportif, mais peut-être que ça pourrait l'intéresser. Donc du coup, on s'est entretenu et puis en fait, il s'est dit, bah tiens, j'ai regardé ce que tu faisais. C'est vrai que t'as l'air plutôt sympa, ça a l'air plutôt cool. Et moi, j'ai jamais fait dans le sport, donc ça peut être la bonne occasion. Et puis, bah, tu vois, ça fait une année et demie quasiment maintenant qu'il fait les vlogs. Donc, du coup, ça a plutôt bien fonctionné. Je pense que lui, il s'éclate aussi, quoi. Alors après, bon, toi, ça te coûte un petit billet quand même, il faut pouvoir le financer. Ouais, faut pouvoir le faire. Et encore, moi, enfin, du coup, j'ai de la chance. Il me fait pas le prix que ça devrait être, mais ça me demande quand même de l'organisation financière tous les mois quand même. Ah non, mais c'est sûr que les gens aiment beaucoup tu sais, comme intérieur sport. Ouais, ça, c'était énorme. Bah ouais. J'ai un trou de mémoire, comment il s'appelle ce joueur pro là qui est à Angers, gaucher. Ah, Bastien Rambert. Voilà. Et donc Et moi, j'ai puis suivi Flo Bourrasso. deux, trois vidéos et c'était hyper sympa aussi à suivre. Hmm. Je ne sais pas s'il a persévéré, il en a fait trois ou Bah là, quatre. ça fait un petit temps, je crois qu'il en a fait un dernier. C'était un vlog, tu sais, il y a ce qu'on appelle le circuit Challenger en République tchèque, où Alexandre Robineau a gagné les finals de ce Challenger-là. Et du coup, il a fait un vlog, Bastien Rambert, sur justement ce TT Star Series. Donc, assez sympa à suivre. Mais ouais, c'est vrai que Flo Bourrasso en avait fait aussi. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu pas la mode, mais ça se fait beaucoup maintenant, les vlogs. Ouais, c'est pour ça. Toi, moi, je n'ai pas de moyens techniques et j'essaye vraiment de donner des conseils à des gens qui commencent. C'est assez complémentaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se filment eux-mêmes en train de jouer. Ouais. Ceux qui, comme toi ou Bastien, font un peu l'univers d'une compète, les coulisses, un peu la préparation. Donc ça, c'est intéressant. Mm. Après, les matchs de haut niveau. Donc moi, j'essaie de me mettre sur un petit peu autre chose, mais voilà. Ah, mais c'est top, hein, ça fait partie de notre époque et on faut en profiter parce que justement, moi je parle beaucoup des fois aux jeunes et aux adultes justement que la vidéo elle permet de progresser parce qu'on s'identifie parfois à certains profils, qu'on apprend plein de choses et qu'on peut regarder ça chez soi sans être à la salle. Et je sais que moi la vidéo elle m'a fait beaucoup progresser aussi parce que j'en regardais tous les jours. Moi il n'y a pas une journée sans que je regarde au moins 1 heure de ping par jour. Je regarde tous les jours.
Ouais, ben, les gars du groupe là ils sont Bah accros ouais. aussi. Plus que moi, tu vois, mais moi j'aime bien ça aussi, plus que moi. Et puis dernière question, donc là ça s'arrête RMC pour toi? Ouais, ouais, c'est fini. Ouais, ouais, bah alors enfin, on a reçu tellement de messages de manière générale. Qu'est-ce qui s'est passé, les droits, qu'est-ce qui va se passer, compagnie. Donc en fait, RMC, ils avaient signé les droits pour 3 ans avec le circuit WTT. Donc là, on arrivait à la fin du bail de 3 ans. Il y a eu un appel d'offres. Donc c'est, comme vous le savez, bah, l'équipe qui a eu les droits pour les 3 prochaines années. Et donc en fait, bah ouais, c'est fini parce que bah, nous, l'idée, moi, je suis pas lié contractuellement. Nous, on était payé à la pige, hein. Donc t'y allais, t'étais payé, t'y allais pas, t'étais pas payé. Donc l'aventure au niveau du commentaring s'arrête. Maintenant, je sais pas de quoi demain est fait. Je sais que l'équipe a géré son équipe de consultants, donc Tristan Flore et Laura Pfeffer. Qui était aussi avec la petite aventure RMC. Donc maintenant, je ne sais pas du tout. Est-ce que demain, on recommencera un jour une autre compétition? Parce qu'RMC a quand même signalé qu'ils n'allaient pas lâcher leur engagement dans le tennis de table. Donc il y a tellement de droits pour avoir tellement de compétitions que peut-être que RMC rediffusera. Et puis moi, écoute, je suis à l'écoute, hein. Moi, je suis un passionné. Donc, c'était pas mon activité professionnelle, si tu veux, mais je m'y suis beaucoup plu. Et quand tu es passionné, en fait, moi, je me suis éclaté à faire ça. Enfin, franchement, des fois trop, parce que l'émotion prenait le dessus. Mais quand tu es passionné, c'est un régal. Et je l'ai vu vraiment comme une réelle chance, opportunité. Et je remercie encore Lémus si un jour il tombe sur cette vidéo, parce que c'est lui qui m'a permis de découvrir les coulisses et de prendre du plaisir comme j'en ai pris, quoi. Ah, c'est vrai que là, pour que nous on se régale, il fallait les joueurs avec les Lebrun-Gauzy, c'était chouette. Mais Ouais. il faut aussi que les gens qui commentent, bah, ils mettent un peu d'envie, d'enthousiasme. Donc, je Mm. pense que les gens, ils ont apprécié globalement là, les vidéos sur RMC. Les Ouais. commentaires sont favorables, souvent en tout cas. Ouais, bah Donc, c'était voilà, une belle aventure. Après, j'en ai conscience, des fois, c'était un peu trop extravagant. Certains préfèrent que tu parles pas, certains préfèrent qu'on se teste pendant les échanges, un peu à la manière d'un match de tennis quand on la regarde sur la télé. Mais c'est vrai qu'après, c'était le principe un peu de Twitch, hein, c'était de laisser parler les émotions. Après, j'espère que l'équipe, et moi, je fais partie de ceux aussi qui disent que bah, le ping continue à se développer. Faut pas l'oublier, hein, ça reste quand même énorme que des diffuseurs comme l'équipe ont tout fait pour avoir les droits. Ça veut quand même dire quelque chose pour notre discipline sportive. Donc voilà, attendons de voir ce qui va se passer. Et puis encore de la chance de pouvoir voir du ping à la télé, quoi. ah, bah, tu sais, nous, enfin, je pense que tu le vois aussi dans ton quotidien avec les gens qui sont pas pongistes. Ils ont tous des noms de pongistes à la bouche ou ils ont vu des matchs. Hmm, Alors que pendant 15 ans, c'est il n'y a ça, personne qui avait vu une image de ping-pong ou qui connaissait un joueur. Donc, exactement. Ça peut faire que du bien. même nous, socialement, ça nous fait, ça nous Ah fait ouais, grand. c'est clair. C'est pas désagréable, quoi. C'est clair. Bah, écoute, merci pour tout, Thomas. Avec plaisir, Nico. Merci beaucoup à toi. Plein de bonnes choses. Entraîne-toi dur pour la Corée. Ouais, ouais, bah, pour te dire, dis-toi, hein, tu vois, comme quoi, demain, je vais faire une journée de stage à Boulogne-Billancourt en tant que joueur. Ça, c'est Donc, tu beau. vois, il y a le centre d'entraînement. Donc, tu Ah, vois, à bah, 41 ans, je vais me faire une journée de stage, tu vois. Donc, mais pareil, tu vois, on en revenait au côté, mais il faut avoir la niaque, mais parce que il y a le petit objectif qui est là et qui fait qu'il faut faire les choses correctement pour l'atteindre. Donc, je vais aller au charbon. eh ben, écoute, on te souhaite tous la médaille et puis Merci, on. Nico. Yes. Merci, Thomas. Ciao. Salut.